Vous êtes enfermé dans une froide cellule de pierre sous la plus grande arène jamais construite. Au-dessus de vous, 50 000 Romains viennent d'acclamer votre mari alors qu'il était déchiqueté par un lion. La foule s'en va, les torches s'éteignent, et puis vous entendez des pas. La porte s'ouvre, une ombre se profile au-dessus de vous. C'est le survivant du massacre d'aujourd'hui, son corps encore trempé de sang. Il n'est pas venu pour vous tuer. Elle est venue réclamer sa récompense. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est Victoria Carnals. La victoire charnelle, un cauchemar bien réel que Rome a délibérément tenté d'effacer de l'histoire. Le soleil sur Rome était une ampoule dans le ciel, cuisant le marbre du Palatin jusqu'à ce qu'il rayonne la chaleur d'un four. Mais vous avez quitté cette brutalité dorée il y a des heures. Là-haut, la ville est une cacophonie de roues de chars, de négociations de marché et du rire arrogant des citoyens marchant vers le Colisée. Mais ici, dans les entrailles de la terre, l'air est lourd et humide. Il a un goût de cuivre et de corps non lavé. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes un inventaire. Et Lara trébucha alors que la main lourde du garde la poussait en avant. C'était une femme frappante, ou du moins l'avait-elle été avant la marche. Ses crofeza et ses cheveux, autrefois de la couleur des feuilles d'automne dans sa patrie celtique, étaient maintenant mêlés de boue et de sang séché. Ses yeux, habituellement d'un bleu féroce et clair, étaient grands ouverts d'une terreur qui avait dépassé les cris et s'était installée dans un choc froid et vibrant. Elle ne portait qu'une tunique grise en lambeaux qui s'accrochait à peine à son corps tremblant, le tissu taché par la saleté de la route. « Bouge, barbare !» grogna le garde. C'était un homme massif, un mur de muscles enveloppé de cuir et de sueur. Son visage était balafré, son nez cassé tant de fois qu'il reposait à plat contre son visage, et il sentait le vin éventé et l'ail. Il ne regardait pas Elara avec haine, il ne la regardait avec rien du tout. Pour lui, elle n'était qu'un sac de grains que l'on déplaçait d'un chariot à un entrepôt. Ils naviguèrent dans le labyrinthe de l'hypogée. Les couloirs étaient étroits, éclairés par des lampes à huile crépitante qui projetaient de longues ombres dansantes sur la maçonnerie humide. Le bruit d'en haut était un battement sourd et rythmé, des milliers de pieds martelant à l'unisson, comme le battement de cœur d'un monstre géant qui se réveille. Ils s'arrêtèrent en devant une niche en bois sculptée dans le mur du tunnel. Assis là se trouvait un homme qui semblait complètement déplacé dans ce donjon d'horreur. C'était le scribe. C'était un petit homme aux allures d'oiseau, aux cheveux gris clairsemés et aux doigts tachés d'encre. Sa toge était relativement propre, un contraste saisissant avec la crasse recouvrant les murs. Il tenait un stylet avec une délicate précision, planant au-dessus d'un épais registre relié. « Nouvelle fournée ?» demanda le scribe, sa voix sèche et éraillée, comme du parchemin frottant l'un contre l'autre. Il ne leva pas les yeux. « Provenance germanique, capturée près du Rhin », répondit le garde, tirant la chaîne d'Elara si bien qu'elle tomba à genoux devant le bureau. Le scribe leva enfin les yeux. Ses yeux étaient lataqueux et pâles, dépourvus de toute lumière. Il regardait Elara non pas comme une femme, mais comme une colonne de chiffres à équilibrer. « Non, Elara, murmura-t-elle, sa voix fêlée par des jours de silence. « Mon nom est... »« Non, l'interrompit le scribe, son ton ennuyé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nous n'avons pas besoin du nom que ta mère t'a donné. Nous avons besoin de ta classification. » Il plongea son stylet dans un pot d'encre noire. « Âge ? 19 ans, je crois, » proposa le garde. « Les dents sont bonnes, les hanches sont larges. » Elara sentit une vague de nausée. Elle voulait leur cracher dessus, crier qu'elle était la fille d'un chef, qu'elle était une tisseuse de chant. Mais sa gorge était paralysée. 19 ans, marmonna le scribe, griffonnant sur la tablette de cire. Origine, Germanica, condition, optimale. Il regarda Elara une dernière fois, son regard s'attardant sur ses mains tremblantes pendant une fraction de seconde avant de la renvoyer entièrement. Alramanaet, Elle est ses res, une chose. Attribuez-lui le numéro 407. Res, le mot resta suspendu dans l'air humide. Selon le droit romain, elle venait de cesser d'exister en tant qu'être humain. Elle était un meuble, elle était du bétail, elle était une propriété. Emmenez l'article 407 au secteur D, fit le scribe d'un geste de la main, tournant déjà la page. Les jeux commencent dans 1 heure, les vainqueurs auront besoin de leur prix. Le garde remit Elara sur ses pieds. Le terme « article 407 » résonnait dans son esprit, effaçant le son du vent dans les arbres de sa maison. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans l'obscurité, passant devant des cages où des lions faisaient l'âme les 100 pas et grogniennes, leurs yeux jaunes brillant dans la pénombre.
L'odeur d'ammoniac et de viande crue était écrasante ici. Finalement, ils atteignirent une rangée de cellules de pierre. Le garde déverrouilla une lourde porte en bois renforcée de bandes de fer et poussa Elara à l'intérieur. Elle frappa durement le sol de pierre froide, écorchant ses paumes. « Bienvenue à la maison 407 » ricana le garde, et la porte claqua. La serrure cliqua avec un bruit de finalité qui lui frappa la poitrine comme un marteau. L'obscurité l'engloutit. La cellule était minuscule, à peine assez de place pour se tenir debout. Un banc de pierre bordait un mur, mais ce furent les autres détails qui coupèrent bambe le souffle à Elara. Ancrés dans les murs de pierre se trouvait un de lourds anneaux de fer, certains en hauteur, d'autres près du sol. Ils étaient enrouillés, non par la pluie, mais par des fluides. Elara se traîna dans le coin, tirant ses genoux vers sa poitrine, essayant de se faire petite. Elle tendit la main pour se stabiliser contre le mur, mais ses doigts effleurèrent en quelque chose d'irrégulier. Elle se figea. Elle plissa les yeux dans la faible lumière filtrant à travers les fissures de la porte. Le mur de pierre n'était pas lisse. Il était balafré. Des lignes désespérées et dentelées étaient engravées dans la roche. Non pas avec un ciseau, mais avec quelque chose de plus doux. Quelque chose qui s'était brisé dans le processus, des marques d'ongles, des centaines. Elara traça les sillons. Certaines étaient comme des éraflures du plus bas superficiel, d'autres étaient des entailles profondes où la pierre était tachée d'un brun rouille foncé. Elle réalisa avec un frisson d'horreur que ce n'étaient pas seulement des marques d'ennui, c'était des marques d'agonie. Quelqu'un d'autre avait été dans cette boîte, quelqu'un d'autre avait été le 407 avant elle. Quelqu'un avait griffé la pierre solide jusqu'à ce que leurs doigts saignent, essayant de creuser un chemin hors de l'enfer. Au-dessus de sa tête, le rugissement étouffé de la foule éclata, faisant tomber la poussière du plafond. Les jeux avaient commencé. Mais en regardant ces éraflures sanglantes, Elara réalisa que la vraie horreur n'était pas les lions ou les épées au-dessus. C'était qu'elle n'était plus qu'un numéro dans un registre, attendant d'être effacée, tout comme la femme qui avait griffé ces murs avant elle. Le temps dans l'obscurité n'est pas mesuré par le soleil, mais par le rythme de la bête d'en haut. Pendant des heures, Elara s'était recroquevillée dans le coin de sa boîte de pierre, ses genoux serrés contre sa poitrine, écoutant le cognement étouffé du combat. Mais maintenant, le rythme avait changé. Le rugissement frénétique et sanguinaire du matin avait diminué pour un faible murmure bourdonnant, comme un essaim de mouches sur une carcasse. L'air dans le couloir devint plus lourd, s'installant dans une immobilité suffocante. C'était midi. Les Méridiani, le moment où les nobles citoyens de Rome prenaient un baisson à leur déjeuner. Des pas résonnèrent m'entêtu contre la pierre humide, plus lent, plus désinvolte que la marche des soldats. 2 gardes s'arrêtèrent juste devant la porte de sa cellule, leurs silhouettes visibles à travers la grille. L'un était la brute d'avant, l'autre était plus jeune, appuyé contre le mur avec un ennui qui glaça le sang d'Elara. Il mâchait quelque chose. « On dit que l'empereur s'ennuie avec les lions », marmonna le jeune garde, crachant un noyau sur le sol. « Il veut du théâtre aujourd'hui, quelque chose de classique. »« Les classiques, c'est ben », grogna le vieux garde, le bruit d'une outre de vin que l'on débouche ponctuant ses mots. « Pasiphae, je n'ai pas vu une bonne Pasiphae depuis des mois. La dernière fibre s'est évanouie avant même que le taureau ne sorte. Ça a gâché tout l'effet. » Elara pressa son oreille contre la pierre froide, son cœur martelant ses côtes. Pasiphae. Elle ne connaissait pas le nom, ne connaissait pas le mythe, mais la façon dont il le disait, comme on discute d'une pièce de théâtre à un festival, lui serra l'estomac. Un doux grattement désespéré vint du mur à sa droite. Pas les vieilles éraflures, mais des nouvelles, un signalement frénétique. « Vous les entendez ?» chuchota une voix à travers les fissures de la maçonnerie. C'était une voix de femme tremblant si violemment qu'elle était à peine audible. Ils viennent me chercher. Elara se précipita vers le mur mitoyen. Qui êtes-vous ? Je suis Kaelia, sanglota la voix. De Thrace, ils m'ont mesuré hier. Ils m'ont mise dans un cadre en bois. Ils ont ri à propos du taureau. Avant qu'Elara ne puisse répondre, les lourdes clés tintèrent. Les gardes passèrent Nantes en devant la porte d'Elara et s'arrêtèrent à la cellule suivante. La serrure se déverrouilla avec un grincement métallique qui ressemblait au claquement d'un os. « Debout, fille Schwarz !» aboya le vieux garde. « Non, s'il vous plaît, non !» Le cri de Kaelia était drôle-brut, déchirant l'air humide. Il y eut le son d'une bagarre, des pieds nuissants et glissant sur la pierre, le bruit sourd d'un poing frappant la chair, puis le traînage commença. Elara pressa son visage contre la grille. Elle les vit traîner Kaelia.
La femme était jeune, ses cheveux noirs étaient pareils sauvages, ses yeux se révulsaient d'une terreur absolue. Elle ne se battait plus, son corps s'était affaissé avec le genre de peur qui sépare l'âme de la chair avant même l'arrivée de la mort. Ils ne la menèrent pas aux escaliers, ils la menèrent au grand ascenseur. Au centre de l'hypogée, un gigantesque ascenseur en bois attendait, actionné par un système de poulies et de contrepoids géré par des esclaves en sueur. Les gardes jetèrent de Kaelia sur la plateforme. Ils jetèrent un vêtement sur elle, une robe blanche, censée paraître royale, censée se moquer d'une reine. « Profitez du spectacle, Majesté, » rit le jeune garde. Le cabestan tourna. Les cordes gémèrent cruellement sous la tension. Elara regarda l'ascenseur commencer à monter, emportant Kaelia vers le carré de lumière aveuglante, loin au-dessus. Alors Elara fut de nouveau seule, mais elle n'avait pas été épargnée. Elle était le public dans la fosse. D'en haut, la voix du narrateur retentit, déformée par l'architecture, mais assez claire pour être comprise. Il parla de péché antique, de Dieu et de châtiment. Et puis la foule rit. Ce n'était pas un rugissement de colère, c'était le rire léger et gloussant de personnes diverties. Elara les imaginait là-haut. Elle se représentait les sénateurs en toge blanche, leurs doigts collants de dattes au miel, passant des coupes de vin à leurs femmes. Elle les imaginait penchées en avant, pointant du doigt la jeune fille terrorisée en robe blanche comme si elle était une marionnette. Puis vint l'autre son, le lourd rythmique reniflement d'une bête, le grattement de sabots sur le sable, le taureau. Elara se couvrit les oreilles, fermant les yeux, mais les murs de pierre de la cellule agissaient comme un tambour, amplifiant les vibrations. Elle entendit la foule haleter, un son de délice collectif. Elle entendit le narrateur crier un vers de poésie. Et puis elle entendit Kaelia. C'était un son qui défiait le langage. Ce n'était pas seulement un cri de douleur, c'était le son d'un être humain étant défait. Cela dura une éternité, montant et descendant, suppliant des dieux qui n'écoutaient pas, jusqu'à ce que cela soit noyé par les applaudissements assourdissants de 50 000 personnes. « Bravo !» cria quelqu'un des gradins, la voix portant à travers les conduits de ventilation. Une performance digne des dieux. Elara se mordit la main pour s'empêcher de vomir. Le goût de son propre sang emplit sa bouche, se mêlant à l'odeur fantôme de l'horreur d'en haut. Les applaudissements diminuèrent lentement. Le lourd bruit sourd de l'ascenseur qui revenait résonna dans les tunnels. Mais cette fois, il descendit vide. Il n'y avait pas de Kaelia, pas de robe blanche, juste la plateforme en bois, tachée de sombre. Les gardes revinrent un moment plus tard, sifflant un air joyeux. Le plus jeune finissait sa collation. « Je te l'avais dit, dit l'aîné. Bon spectacle, très entraînant. »« C'est salissant par contre, » répondit le plus jeune, s'essuyant la bouche. « L'équipe de nettoyage va se plaindre. » Le silence revint dans l'hypogée, mais il était différent maintenant. Il était plus lourd. Et puis, un nouveau son commença. Goutte, goutte, plouf, de l'eau. Au-dessus, sur le sable de l'arène, des esclaves déversaient des seaux d'eau pour laver le sang et la saleté, préparant la scène pour l'événement principal de l'après-midi. L'eau s'écoulait à travers les fissures du plancher en bois de l'arène, filtrant à travers les poutres et dégoulinant dans l'obscurité en dessous. Elle tombait comme de la pluie dans le couloir à l'extérieur de la cellule d'Elara, de l'eau rose. Elle fixa la flaque se formant près du drain, réalisant avec une froide et paralysante clarté que Kaelia était partie. La femme qui lui avait murmuré il y a quelques minutes avait été effacée, lavée comme de la saleté, afin que les jeux puissent continuer. Et demain, ou après-demain, l'ascenseur redescendrait, et la foule aurait de nouveau faim. Le silence qui suivit les jeux fut pire que le bruit. Lorsque le soleil finit par plonger sous l'horizon, l'hypogée se transforma. Les lions étaient en cage, le ventre plein. Les morts furent transportés au spoliarium pour être dépouillés de leur armure et de leur dignité. La foule hurlante s'était dispersée dans la nuit romaine, laissant derrière elle un vide dans les tunnels qui fut rapidement rempli par un autre type de tension. Elara était assise dans l'obscurité de la cellule 407, son corps rigide. Elle savait ce qui allait suivre. Les femmes plus âgées dans les cages de rétention en avaient chuchoté pendant la marche vers Rome. Elles appelaient dans les cela la Victoria Carnales, la victoire charnelle. C'était la loi de l'ombre de l'arène. Ce que l'épée gagne, la chair le réclame. À l'extérieur, la lourde porte de fer du couloir s'ouvrit. Clang, pas, clang, pas. Les pas étaient en différence cette fois. Ce n'était pas le bruit plat des sandales portées par les gardes. C'était en de lourdes bottes, renforcées de jambières. Le son du métal raclant la pierre résonnait rythmiquement, devenant plus fort, plus proche.
C'était le son d'une machine de guerre qui se désactive. « Celle-ci » ricana la voix d'un garde, « fraîche de Germanie, intacte. »« Salaud chanceux » gloussa un autre garde. « J'ai entendu dire que la femme du sénateur Flavius a offert 10 000 sesterces juste pour lui laver le dos ce soir, mais il choisit plutôt le rat de donjon. » Les clés tintèrent, et Lara pressa son dos contre la pierre froide et humide, souhaitant pouvoir fusionner avec elle. Elle fixa ses yeux sur la porte, son souffle coincé dans sa gorge. La serrure céda. La porte grinça et s'ouvrit. Un géant emplit l'encadrement. C'était une montagne de bronze et de cuir martelé. Il portait la lourde armure manica à son bras, et sa poitrine était nue, luisante d'un mélange de sueur, d'huile et de sang qui n'était pas le sien. Il portait un casque qui couvrait tout son visage, une visière lisse et sans visage, avec seulement 2 fentes sombres pour les yeux. C'était Crixus. C'était un myrmillon, une classe de gladiateurs bâtie comme une forteresse. Même immobile, il rayonnait une violence terrifiante. Il sentait la mort, nec warrant, comme une mort fraîche au relent de cuivre. Le garde tapa Crixus sur l'épaule, laissant une tache sur le bronze. « 2 heures, champion. Ne la brise pas trop vite. Le magistrat veut la vendre aux mines si elle survit à la saison. » Le garde rit, un son humide et laid, et claqua la porte, les enfermant. Et Lara cessa de respirer. La cellule était minuscule, et Crixus occupait presque tout l'air. Il se tenait là, une statue silencieuse de guerre, la lampe à huile du couloir projetant son ombre longue et déformée sur le sol. Il était l'incarnation de tout ce qui avait détruit son monde. Elle attendit qu'il bondisse. Elle attendit la brutalité qui était son droit, la violence qui était son langage. Ses mains se crispèrent en griffes, prêtes à griffer, à se battre, même si cela signifiait mourir plus vite. Lentement, le géant leva les mains. Et Lara tressaillit, fermant les yeux. Clic. Le son était petit, mécanique. Elle ouvrit les yeux. Il ne la cherchait pas. Il cherchait son menton. D'un lourd grognement, il retira son casque. Le monstre disparut. Sous le bronze, il n'y avait qu'un homme. Il avait des cheveux épais et foncés mêlés de sueur et un visage qui ressemblait à une carte de vieille guerre. Une cicatrice dentelée courait de son oreille à sa mâchoire et son nez avait été cassé et mal remis. Mais ce furent entièrement ses yeux qui la captivèrent. Ce n'étaient pas les yeux d'une bête. Ils étaient sombres, profonds et incroyablement fatigués. Crixus ne la regarda pas avec luxure. Il ne la regarda pas avec le regard de prédateur qu'elle avait vu chez les gardes. Il la regarda avec une indifférence profonde et épuisante. Il gémit, un son de douleur physique profonde, et glissa le long du mur en face d'elle. L'armure claqua contre la pierre alors qu'il s'affalait au sol, étendant ses jambes. Il ferma les yeux, inclinant sa tête en arrière contre la roche humide. « Arrête de trembler !» grogna-t-il. Sa voix était profonde, rugueuse comme du gravier, frottant l'un contre l'autre. Le latin accentué par quelque chose de plus ancien. Gaulois, peut-être. « Tu fais vibrer l'air. » Et Lara n'arrêta pas de trembler. Elle ne pouvait pas. « Est-ce que tu vas me tuer ?» murmura-t-elle, son latin cassé et maladroit. Crixus ouvrit un œil. Il regarda sa forme tremblante, recroquevillée dans les lambeaux de sa tunique. Il regarda les anneaux de fer au mur, puis ses propres mains, qui étaient encore tachées de rouge. « J'ai tué 3 hommes aujourd'hui, dit-il doucement. La foule a crié mon nom. Des femmes ont jeté des fleurs. Des hommes ont jeté de l'or. » Il laissa échapper un rire amer et sec. « Je suis le dieu de l'arène, apparemment. » Il plongea la main dans une bourse attachée à sa ceinture. Et Lara tressaillit de nouveau. Il en sortit un pain dur et rond. C'était le grain dense et de haute qualité donné au vainqueur, meilleur que tout ce qu'elle avait vu depuis des semaines. Il le cassa en 2. « Mais un dieu n'est qu'un esclave avec une épée, marmonna-t-il. Il lança la moitié du pain à travers la petite cellule. Il atterrit près du genou d'Elara. « Ah, en mange, ordonna-t-il, fermant les yeux de nouveau. « Je ne vais pas te toucher, fille. Je suis trop fatigué pour être le monstre qu'il me peine pour être. » Elara fixa le pain, puis elle le fixa. Il était effectivement un prisonnier aussi, réalisa-t-elle. Malgré les foules adoratrices et les nobles femmes qui voulaient acheter son eau de bain, il était enfermé dans cette boîte de pierre, tout comme elle. Le silence qui s'étendit entre eux n'était pas paisible, mais la terreur s'était estompée en une étrange et lourde confusion. Lentement, gardant ses yeux fixés sur l'homme qui pouvait lui briser le cou d'une seule main, Elara tendit la main et prit le pain.
La routine de l'enfer est peut-être pire que son chaos. Le chaos, on peut le combattre. La routine, il faut l'endurer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Elara était arrivée dans l'hypogée. Les jours s'étaient estompés en une boucle grise d'obscurité, ponctuée seulement par les rugissements lointains et rythmés des foules d'en haut et le tour de la serrure. Elle avait appris l'emploi du temps des enfers. Le matin était pour les cris des condamnés, le midi était pour le silence des bourreaux, le soir était pour les vainqueurs. La serrure céda. Clang, clang. Elara ne tressaillit pas cette fois. Elle était assise sur le bord du banc de pierre, les mains croisées sur ses genoux, regardant la lourde porte s'ouvrir. Crixus entra. Il avait pire mine que d'habitude, et il boitait, favorisant sa jambe gauche. Sa jambière de bronze était enfoncée vers l'intérieur, comme si elle avait été frappée par un marteau massif, et une tache sombre et humide se répandait sur le bandage de lin sous son armure. Mais il n'était pas seul. Le suivait un homme qu'Elara n'avait jamais vu. Un esclave frénétique au visage de belette, portant une petite jarre en céramique et un outil en métal incurvé. C'était Milo, un oncteur, l'un des préposés de l'arène responsable des corps des combattants. « Assieds-toi, champion !» gazouilla Milo, sa voix grinçant comme du sable sur du verre. « Nous devons récolter avant que ça ne sèche. La dame Antonia paie double pour ce lot. Elle jure que ça guérit ses migraines. » Crixus grogna un grondement sourd au fond de sa poitrine, mais il s'affala sur le tabouret en bois qui avait été apporté dans la cellule. Milo se mit immédiatement au travail. Il prit l'outil en métal incurvé, un strigile, et commença à racler la peau de Crixus. Il recueillit le mélange de sueur, d'huile, de saleté et de sang qui recouvrait les épaules massives du gladiateur, versant soigneusement la boue grise dans la jarre en céramique. Elara regarda avec une fascination morbide. Elle avait entendu des chuchotis à ce sujet, que les fluides de ces tueurs étaient vendus comme aphrodisiaques et traitements de beauté aux femmes riches de Rome. C'était l'ultime marchandisation. Même les déchets du corps de Crixus étaient plus précieux que la vie d'Elara. « Doucement sur les côtes !» siffla Crixus, grimaçant. « Oui, presque fini !» marmonna Milo, raclant le bord de la jarre. « C'est de l'or pur, ça. Tu transpires de l'argent, Crixus. »« Dehors !» aboya Crixus, donnant un coup de pied au tabouret. Milo recula en vitesse en serrant sa précieuse jarre de crasse. « Reposez-vous bien, champion. Le médecin viendra pour la jambe. Éventuellement. » La porte claqua, la serrure s'engagea. Le silence revint, lourd et suffocant. Crixus laissa échapper un long soupir et commença à tripoter les sangles de sa jambière endommagée. Ses doigts, épais et habituellement habiles avec une épée, tremblèrent. Il ne pouvait défaire la boucle. Sans réfléchir, Elara se leva. Elle traversa le petit sol de pierre. Crixus se figea, sa main planant près du poignard à sa ceinture, un réflexe né de l'arène. Mais il ne le dégaina pas, il la regarda. Elara s'agenouilla devant lui. Ses mains, autrefois douces, mais maintenant calleuses à force de s'accrocher au mur de pierre, travaillèrent les lanières de cuir. Elle retira l'armure de bronze cabossée de son tibia. La blessure était hideuse, une entaille profonde et déchiquetée où le bord d'un bouclier avait mordu le muscle. Elle saignait lentement. « Il y a de l'eau dans la cruche », dit Crixus, sa voix rugueuse. Ce n'était pas un ordre, mais une suggestion. Elara alla chercher le bol d'eau stagnante et un chiffon. Elle commença à nettoyer la blessure. Le contact était étrange, intime, mais entièrement dépourvu d'affection. C'était le pragmatisme de 2 animaux blessés se léchant mutuellement leurs plaies parce que personne d'autre ne le ferait. « Pourquoi ?» demanda doucement Elara, trempant le chiffon dans l'eau teintée de rose. Crixus regarda le sommet de sa tête. « Pourquoi quoi ? Pourquoi reviens-tu ici ?» Elle leva les yeux, rencontrant ses yeux fatigués. « Ah, il y a d'autres cellules, d'autres femmes, des femmes qui n'ont pas encore été brisées. Pourquoi choisis-tu le numéro 407 chaque nuit ?» Crixus appuya sa tête en arrière contre le mur, fixant le plafond où la poussière du sol de l'arène s'infiltrait par les fissures. « Parce que les autres... » Il marqua une pause, cherchant les mots. « Les autres gladiateurs, ils se battent parce qu'ils aiment le sang, ou parce qu'ils veulent porter la gloire. Quand ils gagnent, ils veulent dominer quelque chose. Se sentir maître pendant 1 heure. » Il la regarda de nouveau. « Je ne veux pas être un maître, je veux juste le silence. » Elara finit de bander la jambe avec une bande de tissu déchirée de sa tunique. Elle s'assit sur ses talons, l'air entre eux semblait fragile. « Mon père est un chef, dit Elara, une étincelle d'espoir s'allumant soudain dans sa poitrine. Il a de l'or, des fourrures,
de l'ambre. Si tu pouvais faire passer un message au nord, il paierait pour moi, il paierait pour toi aussi. » L'expression de Crixus ne changea pas, mais ses yeux devinrent plus froids, plus tristes. Il secoua lentement la tête. « Tu ne comprends pas où tu es, petit oiseau, » dit-il. « Pour Rome, tu n'es plus une prisonnière de guerre. Tu es damnati, condamnée. » « Mais la rançon... »« Il n'y a pas de rançon pour une chaise, » l'interrompit Crixus, sa voix dure. « Il n'y a pas de rançon pour un chien. C'est ce que vous êtes selon leur loi. Res propriété. Si j'essayais de t'acheter, ils riraient. Si j'essayais de te libérer, ils nous crucifieraient tous les deux le long de la voie appienne. » L'espoir dans la poitrine d'Elara vacilla et mourut, ne laissant qu'une cendre froide. « Alors qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de gagner ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde comme une pierre. Crixus détourna le regard. Il regarda les anneaux de fer au mur, ceux destinés à enchaîner des femmes comme elle pour des hommes comme lui. « J'ai 30 ans, » dit Crixus tranquillement. « C'est vieux pour un gladiateur. Mes genoux me font mal, mes yeux sont plus lents que l'année dernière. Aujourd'hui, le trace m'a presque eu. Un jour bientôt, je serai une seconde trop lent. » Il se pencha en avant, la forçant à le regarder. « Quand je mourrai sur le sable, dit-il, sa voix dépourvue de pitié, il n'y aura personne pour réclamer cette cellule. Le magistrat regardera le registre. Il verra article 407. Il verra que tu n'es plus fraîche. Tu es une marchandise usagée. » Elara cessa de respirer. « Ils ne te vendront pas, continua Crixus, la vérité brutalement simple. Ils t'enverront au bestiaire, les maîtres des bêtes. Ils ont besoin de viande pour entraîner les tigres pour les spectacles du matin. » Elara le fixa. Elle voulait crier. Elle voulait le frapper. Mais elle ne fit rien de tout cela. Les larmes ne venaient en pas de la peur. La peur était vive, la peur était active. C'était du désespoir. C'était un poids creux et écrasant qui lui écrasait les poumons. Une seule larme traça son chemin à travers la saleté sur sa joue. Elle ne vivait pas. Elle attendait juste d'être recyclée. Crixus tendit la main, son pouce rugueux essuyant la larme. C'était la première fois qu'il avait touché sa peau avec autre chose que le pain. « Alors n'espère pas de rançon, murmura-t-il. Espère que je viens un autre jour. » La pierre était plus dure que l'os, mais la volonté d'Elara était plus dure que les deux. Au cœur de la nuit, quand les seuls sons étaient le va-et-vient lointain et agité des tigres et le ronflement des gardes au bout du couloir, Elara travaillait. Elle tenait un fragment aigu de silex ébréché du sol pendant un moment de désespoir et le pressait contre le mur de la cellule 407. Scratch, scratch, ses doigts étaient à vif, les ongles cassés et saignants. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'essayait pas de creuser un tunnel, elle creusait une épitaphe. Elle traça les lettres lentement, imitant les graffitis latins grossiers qu'elle avait trouvés le premier jour. Au-dessus de son propre travail se trouvait la gravure faible et désespérée de sa prédécesseur, Amélia des Brigantes. « J'ai vu mes enfants mourir. » En dessous, Elara grava un nouveau nom, K-A-E-L-I-A. « Elles ne disparaîtront pas, » murmura Elara dans l'obscurité, soufflant la poussière de pierre des sillons frais. « Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas de la viande. » Elle ajouta un autre nom, et un autre. Des femmes qu'elle avait vues traîner vers les ascenseurs et jamais revenues. Des femmes qui étaient mortes de fièvre dans l'obscurité humide. À chaque coup, elle sentait qu'elle reprenait quelque chose à Rome. Il pouvait en prendre les corps, il pouvait prendre les avenirs, mais Elara s'assurerait que les pierres se souviennent des noms. Une ombre tomba sur la grille. Elara se figea, cachant le silex dans sa paume. Mais c'était Crixus. Il fit signe de silence, ses yeux dardant vers le poste de garde. Il n'entra pas dans la cellule ce soir. Au lieu de cela, il s'agenouilla près des barreaux, sa masse imposante bloquant la lumière. « Écoute-moi, » murmura-t-il, sa voix à peine une vibration dans l'air. « J'ai trouvé le chemin. » Il poussa un petit morceau de papyrus roulé à travers les barreaux. Elara le déroula de ses mains tremblantes. C'était un dessin grossier, esquissé au fusain. « La cloaca », expliqua Crixus, pointant d'un doigt épais vers une série de lignes ondulées. « Le grand égout, la reine Sidrène, il s'écoule vers le sud, se jetant dans le Tibre. »« Les drains sont grillagés, » murmura Elara regardant le dessin. « Barres de fer, épaisses comme mon bras. »« Je sais, hocha Crixus. Mais les Romains sont superstitieux. Ils craignent les souterrains. Ils craignent que les esprits des morts ramperont de nouveau par les tuyaux. » Il se pencha plus près, sa cicatrice pâle à la lumière de la lampe. À cause de la rébellion de Spartacus, ils ont soudé les portes principales. Mais ils ont ignoré les puits.
de maintenance près des cages aux bêtes. Ils pensent que l'odeur éloigne les gens. Et est-ce que ça marche ? Ça sent la mort, dit Crixus d'un ton sombre. Parfait pour nous. Avant qu'il ne puisse en parler davantage, la lourde porte de fer au bout du couloir s'ouvrit avec fracas. Les torches s'embrasèrent. Le son des bottes cloutées, nombreuses, résonna contre la pierre. Ce n'était pas une patrouille, c'était un raid. Crixus se leva instantanément, reculant de sa porte de cellule pour paraître désinvolte, mais sa main planait près de son poignard. Un groupe de soldats marcha, dirigé par un homme qu'Elara n'avait jamais vu. Il était grand, mince et portait la toge blanche immaculée d'un haut administrateur, créant un contraste saisissant avec la crasse du cachot. C'était Decimus, le curator munerum, le fonctionnaire en charge de la logistique de la reine. Il tenait un registre. « Autorisation » annonça Decimus, sa voix ennuyée. « La campagne en Britannia a été couronnée de succès. Le général Agricola nous a envoyé 500 nouveaux spécimens. De nouvelles marchandises arriveraient demain. » Il fit un geste d'une main soignée. « Nous avons besoin d'espace, purger les marchandises endommagées. » Les soldats se déplacèrent avec une efficacité terrifiante. Ils ne déverrouillèrent pas toutes les cellules, seulement des spécifiques. Ils traînèrent une femme qui avait perdu la raison à cause de la syphilis. Ils attrapèrent une fille dont la jambe avait gangrené, puis le garde s'arrêta à la cellule 407. « Celle-ci » demanda le garde. « Germanique, est là depuis 3 semaines. Elle regarde les murs, elle perd son mordant. » Decimus jeta un coup d'œil à son registre, puis à Elara. Elle resta paralysée, le silex lui coupant la paume. « Traitez-la » dit Decimus, agitant la main de manière désinvolte. « Nous avons besoin de cette cellule pour une reine bretonne. » Le garde enfonça la clé dans la serrure. Les goupillés maquins claquèrent, et Lara recula contre le mur, son cœur martelant ses côtes comme un oiseau en cage. C'était ça, pas la reine, pas une mort glorieuse. Juste un traitement pour faire de la place à un nouvel inventaire. Oncle Obessin, non, le rugissement ne vint pas d'Elara. Il vint du couloir. Crixus s'interposa entre le garde et la porte. Il ne dégaina pas son arme, cela signifierait une exécution immédiate, mais il utilisa sa masse imposante pour bloquer le passage. « Elle reste », grogna Crixus. Les gardes sortirent dans leur glaive. Decimus se tourna lentement, haussant un sourcil. « Le mirmillon parle ? Prudence, gladiateur. Tu es un favori, mais tu n'es pas indispensable. »« Laisse mon prix, » dit Crixus, sa voix ferme bien qu'Elara put voir la sueur perler sur son cou. Selon les lois de la reine, le vainqueur a des droits sur son butin. La loi dit que tu as l'usage du butin, corrigea froidement Decimus. Elle ne dit pas que tu possèdes l'espace de stockage. Elle occupe une cellule dont j'ai besoin. Écarte-toi ou rejoins-la dans la fosse. Les soldats s'avancèrent. Elara ferma les yeux, se préparant aux mains qui la traîneraient à sa mort. Attendez. Crixus plongea la main dans sa tunique. Il en sortit une lourde bourse en cuir. Elle tinta du son distinctif de l'or. Il la lança. La bourse frappa la poitrine de Decimus avec un bruit sourd. L'administrateur la rattrapa, surpris par le poids. Il ouvrit le cordon. Les pièces d'or à l'intérieur brillèrent à la lumière des torches. « Mes gains » dit Crixus, sa voix creuse. « Des jeux de l'empereur, 3 ans de sang. » Decimus pesa la bourse dans sa main. C'était une fortune. C'était assez pour acheter une petite ferme en Toscane. C'était assez pour acheter la liberté d'un gladiateur, le Rudis. C'était pour ta retraite, n'est-ce pas, Crixus ? Decimus sourit, une expression cruelle et mince. Tu allais acheter ta liberté le mois prochain. Elle reste répéta Crixus. Et elle garde cette cellule. Decimus regarda l'or, puis la femme terrifiée dans la cellule, et enfin le gladiateur qui venait d'échanger son avenir contre un morceau de inventaire endommagé. Les Romains apprécient une bonne tragédie, gloussa Decimus. Il empocha l'or. Très bien, l'article 407 reste désigné comme réservé. Il fit signe aux gardes. Avancez, il y a beaucoup d'autres gorges à couper. La procession s'avança dans le couloir. Des cris éclatèrent en des niveaux inférieurs alors que la purge continuait. Crixus se tenait devant la porte fermée de la cellule 407. Il ne regarda pas Elara. Il regarda ses mains vides. « Tu... » murmura Elara, agrippant les barreaux. « Tu m'as acheté. Tu aurais pu être libre. » Crixus tourna lentement la tête. Le feu dans ses yeux s'était estompé, remplacé par une résolution sombre. « Je ne peux jamais être libre tant que cet endroit tient debout, » dit-il tranquillement. Puis il regarda le mur derrière elle où elle avait gravé les noms. « Finis les noms, Elara. Gravez-les profondément,
car maintenant, nous n'avons d'autre choix que de nous échapper. Je n'ai plus rien à perdre. » Rome n'a pas crié aujourd'hui. Elle a vibré. L'empereur avait décrété un festival de 100 jours. C'était une célébration d'une victoire frontalière dont Elara n'avait jamais entendu parler. Mais le prétexte importait peu. Le sang était l'essentiel. Pendant la dernière semaine, l'hypogée s'était transformé d'un cachot en une usine fonctionnant à plein régime. L'air était épais d'une poussière jaune suffocante qui filtrait par les trappes, du sable mélangé à des parfums pour masquer l'odeur de la mort. Les couloirs étaient en une autoroute chaotique de cauchemars logistiques. Des esclaves couraient avec des seaux d'eau et des paniers de sable. Des médecins couraient, des garrots déjà préparés. Elara se tenait à l'agri-écran de la cellule 407, regardant la machinerie de l'Empire tourner. Directement en face de sa cellule, un gigantesque ascenseur en bois, une Pegma, était en cours de chargement. Il ne transportait pas un prisonnier cette fois. Il transportait un ours. La bête était enragée, se débattant contre sa cage, son rugissement assourdissant dans le tunnel de pierre clos. 8 esclaves en sueur poussaient comme hâter le cabestan, les épaisses cordes de chanvre gémissant sous la tension. Avec un grincement tremblant, l'ascenseur commença à monter, hissant le monstre vers la lumière du soleil, pour dévorer toute âme malheureuse qui attendait au-dessus. C'était l'industrialisation de la violence sexuelle et du meurtre dont Crixus avait parlé. Ce n'était pas une bataille, c'était un hachoir à viande. La porte de sa cellule s'ouvrit. Mais il n'y avait pas de garde cette fois. Le couloir était trop chaotique. Les protocoles de sécurité habituels s'étaient effondrés sous le volume pur du massacre. Crixus se glissa à l'intérieur. Il était magnifique et terrible. Son armure était polie à un éclat miroir, les jambières de bronze brillant sous les lampes à huile. Il portait un nouveau casque, sa visière décorée de filigranes d'argent. Mais sous la parure, Elara voyait l'homme. Ses mains étaient serrées dans des lanières de cuir, mais elles tremblaient, non par peur, mais par l'adrénaline d'un homme marchant vers ses propres funérailles. Il ne s'assit pas aujourd'hui. Il n'offrit pas de pain. Il se tenait près de la porte, bloquant la vue depuis le couloir. « Le calendrier est avancé, » dit Crixus, sa voix plate. « L'empereur est impatient. »« Tu te bats aujourd'hui » demanda Elara, bien qu'elle le sût déjà. « Je combats l'événement principal, » hocha Crixus, « contre Valerius. C'est un rétiaire. » Le souffle d'Elara se coupa. Elle savait ce que cela signifiait. Un combattant au filet, rapide, agile, armé d'un trident. C'étaient les prédateurs naturels du myrmillon lourdement armuré. Crixus, avec son mauvais genou et ses articulations vieillissantes, était lance. Contre un jeune adversaire dansant comme Valerius, il serait démantelé comme un crabe par une mouette. « À 20 ans, » dit Crixus, fixant le mur où Elara avait gravé les noms. « Il veut la gloire, il veut être celui qui tue le grand Crixus. » Il plongea la main dans sa ceinture, derrière le lourd tablier de cuir. « Prends ça. » Il pressa un objet froid et lourd dans la paume d'Elara. Elle baissa les yeux. C'était une clé. Elle était vieille, incrustée de rouille et grande. Pas une clé de porte de cellule, mais pour quelque chose de plus lourd. Le chef de quart était ivre la nuit dernière, célébrant le début des jeux, murmura Crixus, ses yeux dardant vers le couloir. Je l'ai prise de sa ceinture. Elle ouvre la porte de maintenance du secteur F, celle près des cages aux tigres. Elle mène au collecteur d'égouts. Elara serra la clé si fort que la rouille lui mordit la peau. Tu l'as gardée ? Tu aurais pu l'utiliser. Tu aurais pu partir. Avec une mauvaise jambe, Crixus eut un court sourire sans humour. Je ne passerai pas la première jonction. Et d'ailleurs, la foule a besoin d'une mort aujourd'hui. Si je disparais, ils fouilleront les tunnels, ils verrouilleront la ville. Si je sors et que je meurs, ils seront satisfaits. Ils seront ivres de sang et de vin. Les gardes seront paresseux ce soir. La réalisation frappa Elara comme un coup physique. Il ne se battait pas seulement. Il créait une diversion. Il s'offrait en sacrifice pour lui acheter une fenêtre de chaos. « Crixus » s'étrangla-t-elle, tendant la main vers son bras. Le bronze était froid, mais sa peau était brûlante. Du tunnel, une trompette retentit. Un son profond et lugubre qui signalait l'entrée des champions. « Il m'appelle » dit Crixus. Il retira doucement son bras. Il mit son casque, la visière argentée s'abaissant, cachant ses yeux fatigués, cachant l'homme, ne laissant que la machine. Il se tourna vers la porte. « Crixus » cria Elara, abandonnant toute prudence. « Regarde-moi » Le géant s'arrêta sur le seuil. Le rugissement de 50 000 personnes vibra à travers le plafond, scandant son nom. « Crixus ! Crixus ! Crixus !»
Il l'aimait, et ils allaient acclamer tandis que son sang teindrait le sable en noir. Il ne se retourna pas, il ne la regarda pas. La regarder serait se briser, et il devait être de fer. « Ne grave pas ton nom sur ce mur, Elara !» Sa voix résonna de l'intérieur du casque, métallique et finale. « Le mur est c'est pour les morts, emporte ce nom d'ici, fais-le vivre. » Puis il s'avança dans le couloir, rejoignant le flot des damnés marchant vers la lumière. La lourde porte claqua, laissant Elara seule dans l'obscurité, serrant la clé rouillée d'un futur qu'il ne verrait jamais. Le monde ne s'est pas terminé par un murmure, il s'est terminé par un rugissement. 50 000 voix crièrent à l'unisson au-dessus, un son si physique qu'il fit tomber la poussière du mortier du plafond. Le Summa Rudis, l'arbitre, avait signalé le début de l'événement principal. Quelque part là-haut, sous le soleil aveuglant, Crixus marchait sur le sable brûlant pour mourir. Elara serra la clé rouillée jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. C'était le moment. Au bout du couloir, le chaos éclata. Cela commença par le claquement du métal, un son que Crixus avait promis. Puis vint le cri d'un dresseur, coupé court par un grognement humide et guttural. Le sabotage avait fonctionné. La chaîne de la cage de confinement pour la bête Tigris, affaiblie par l'acide ou la lime, avait cédé. « Libre, la bête est libre dans le secteur B !» hurla un garde. Des bottes résonnèrent devant la cellule d'Elara. Des hommes couraient prompts, non vers elle, mais loin, vers la source de la panique. La discipline stricte de la machine militaire romaine s'effondra en une autopréservation frénétique face à 200 kilos de muscles rayés dans un couloir étroit. Elara attendit 3 battements de cœur. 1, 2, 3. Elle enfonça la lourde clé de fer dans la serrure. Elle résista rugueuse de négligence des années. Elle la tourna des 2 mains, utilisant chaque once de force qu'elle possédait. La rouille grinça contre les goupilles, hurlant de protestation. « S'il te plaît, s'il te plaît !» D'un bruit sourd, le pêne se rétracta. Elara poussa la porte. Le couloir était vide, à l'exception d'une lance tombée et d'une torche vacillante sur le sol. L'air sentait la panique, sueur et urine mêlées aux muscles du tigre rôdant quelque part dans la pénombre. Elle ne courut pas vers la lumière. Elle courut vers l'obscurité. Elle compta les alcôves comme Crixus l'avait instruite. Passer l'armurerie, passer la salle des treuils, vers la lourde porte anonyme marquée du symbole de Neptune, le dieu de l'eau. C'était l'accès de maintenance pour la connexion de la Cloaca Maxima, les veines de la ville. La clé tourna facilement ici. L'humidité maintenait le mécanisme lubrifié. Elara se glissa à l'intérieur et tira la porte, la verrouillant derrière elle. Le rugissement du tigre et les cris des gardes furent instantanément étouffés, remplacés par un nouveau son. Eau qui s'écoule. Et autre chose, clapotis. Elle descendit un escalier en spirale glissant et visqueux. L'air devint froid et fétide, épais de l'odeur de pourriture et de soufre. Au fond, elle se retrouva sur une étroite corniche surplombant une rivière souterraine. C'était la merveille d'ingénierie de Rome. L'Empire se vantait de ses aqueducs qui apportaient un tas de l'eau pure, mais le vrai génie était la façon dont ils évacuèrent la saleté. Le tunnel était une énorme voûte en berceau, maçonnée avec une précision obsessionnelle, une arcade assez haute pour qu'un homme puisse marcher droit. Mais l'eau qui y coulait n'était pas brune, elle était rouge. Elara eut un haut-le-cœur, couvrant sa bouche de son bras. C'était le drainage du sol de l'arène. Le sable d'en haut était conçu pour être poreux, pour absorber le désordre afin que les jeux ne soient pas glissants. Et ici, en dessous, tout était évacué. Le sang des animaux, le sang des criminels, le sang des gladiateurs, tout tourbillonnant ensemble dans une soupe écarlate et mousseuse. Elle devait entrer. Il n'y avait pas de passerelle. La corniche se terminait. Pour atteindre la jonction principale menant au Tibre, elle devait patauger dans les déchets des jeux. Elara s'abaissa dans le canal. Le liquide était chaud, horriblement chaud. Il lui montait à la taille, épais et visqueux. Des débris eurent écoué ses jambes. Elle essaya de ne pas regarder, mais la faible lumière des puits de ventilation au-dessus les révélait. Lances de brisées, pièces d'armure, et des choses qui étaient autrefois vivantes. « Continue d'avancer », se murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Porte le nom à l'extérieur. » Elle pataugea contre le courant de la crasse, luttant contre l'envie de crier. L'architecture était indifférente à l'horreur qu'elle canalisait. Les briques étaient parfaitement posées, la courbe du tunnel mathématiquement impeccable. C'était une machine parfaite conçue pour évacuer la vie humaine comme des excréments. Soudain, le tunnel vibra. Ce n'était pas l'eau, c'était le son d'en haut.
Le puits de ventilation sous lequel elle passait menait directement au centre de l'arène. Clang. Le son du bronze rencontrant l'acier résonna, amplifié par l'acoustique du drain, puis un halètement de la foule Mikat Tsam. Une brusque inspiration de 50 000 gorges. Elara se figea. Elle leva les yeux vers la grille sombre au-dessus de sa tête. Des particules de poussière dansaient dans un rayon de soleil qui perçait la pénombre. Tac, un impact lourd. Le bruit d'un grand corps frappant le sable. Silence. Un silence si absolu qu'il noya le bruit de l'eau rouge. Il dura une seconde, peut-être deux. Le moment du jugement. Et puis, le chant commença. Il débuta par un murmure, puis s'amplifia en une vague assourdissante qui s'écrasa à travers la grille, vibrant jusque dans les os d'Elara. Valère IUS, Valère IUS, Valère IUS. Le nom n'était pas Crixus. Les jambes d'Elara fléchirent. Elle s'effondra dans la crasse, l'eau rouge lui montant à la poitrine. Un sanglot déchirant s'échappa de sa gorge, brut et angoissant. Il était parti. La montagne d'hommes qui avait partagé son pain, qui avait acheté sa vie avec la sienne, gisait mort sur le sable d'en haut. La foule acclamait son tueur. Le garçon au filet avait gagné. Elle voulait rester là. Elle voulait laisser la rivière rouge l'emporter, la laver dans l'obscurité, comme Kaelia, comme le reste de l'inventaire. Mais alors elle le sentit. Le métal froid de la clé pressé contre sa poitrine, glissé à l'intérieur de sa tunique. « Espère que je vive un autre jour », avait-il dit. Mais il n'avait pas vécu. Il était mort pour qu'elle puisse avoir son jour. Elara se mordit la lèvre jusqu'à goûter son propre sang, vif et métallique. Cela la ramena à la réalité. Elle se leva, sa tunique trempée lourde du poids des poimpes et des péchés de la reine. Elle essuya les larmes de son visage, laissant des traînées de crasse. « Au revoir, Crixus », murmura-t-elle à la grille au-dessus. Elle tourna le dos aux rayons de lumière. Devant, le tunnel s'élargit. L'air sentait légèrement plus frais. L'odeur de la boue de rivière et du ciel ouvert. Le Tibre. Elle commença à ramper de nouveau en avant, écartant une masse emmêlée qui ressemblait à la crinière d'un lion bloquant le flux. Elle avança avec une nouvelle détermination froide. Elle n'était plus seulement une victime s'échappant d'un cachot. Elle était un témoin, portant un témoignage écrit dans la pierre et le sang, et elle ne laisserait pas la rivière l'engloutir. Le vent dans les vallées du nord de la Dacie était différent du vent de Rome. Il ne portait pas l'odeur des épices et de la pourriture. Il sentait le pain, la terre humide et la liberté. Elara était assise sur un tabouret en bois devant sa petite chaumière, la brume du soir s'enroulant autour de ses chevilles. Ses mains, autrefois couvertes d'ampoules à force de gratter les murs de pierre, étaient maintenant marquées des rides profondes de l'âge et tachées des jus verts des herbes médicinales. Elle était la sage-femme du village, la femme qui mettait la vie au monde, un défi à l'Empire qui avait tant essayé de ne s'occuper que de la mort. Autour d'elle était assis un cercle d'enfants, leurs yeux grands ouverts dans le crépuscule. Ils tiraient centre sur son châle de laine, avide d'un conte. « Raconte-nous les héros, grand-mère » gazouilla un petit garçon nommé Gaius. « Raconte-nous les guerriers en armure dorée. » Elara sourit, mais ce fut une triste et fatiguée courbure des lèvres. « Je ne vous parlerai pas de héros, petit, » dit-elle, sa voix éraillée comme des feuilles sèches. « Je vous dirai la vérité. Le monde est plein d'histoires d'hommes qui tuent. Il a oublié les histoires de ceux qui ont survécu. » Elle regarda au-delà des enfants, vers l'horizon sud où les grandes routes menaient au cœur de la bête mourante. Rome n'était plus ce qu'elle avait été. Les légions battèrent en retraite. Les frontières s'offrant se rétrécissaient cran. L'empire invincible pourrissait de l'intérieur, son âme rongée par la cruauté même qu'il avait industrialisée. Autrefois, il y avait une boîte de pierre profondément sous terre, commença Elara, ses doigts traçant la forme fantôme d'une clé rouillée qu'elle ne portait plus. Et dans cette boîte, il n'y avait pas de guerriers dorés, il n'y avait que des gens qui se tenaient l'un à l'autre dans l'obscurité quand le monde d'en haut voulait les réduire en poussière. Elle leur parla du froid, elle leur parla de la peur qui avait le goût du cuivre. Elle ne leur épargna pas l'horreur, car aseptiser le passé, c'était mentir à son sujet. Mais elle leur parla aussi du pain partagé par un monstre qui s'était démasqué pour être un homme. Elle leur parla des noms gravés dans la roche si profondément que même la rivière ne pouvait les effacer. « Ils ont essayé de nous transformer en raies », murmura-t-elle, utilisant le vieux mot « haï ». Des choses, mais les choses ne saignent pas, les choses ne pleurent pas.
et les choses ne se souviennent pas. Les enfants se turent, sentant le poids de l'histoire dans sa voix. Ils ne comprenaient-on pas tout, pas encore, mais ils comprenaient maintenant que leur grand-mère était faite de quelque chose de plus fort que le fer d'une épée. Quelques semaines plus tard, Elara fit le voyage. C'était un pèlerinage qu'elle s'était promis pendant 50 ans. La route de Rome était dangereuse, remplie de bandits et de déserteurs, mais les vieilles femmes avec rien d'autre qu'une canne sont rarement dérangées. Quand elle se tint enfin devant l'amphithéâtre Flavien, le Colisée, il était silencieux. L'empereur Honorius avait interdit les jeux de gladiateurs il y a des années. Les grandes portes, autrefois envahies par des foules hurlantes, pendaient maintenant de leurs gonds. L'herbe poussait des fissures du marbre de travertin. Les statues des dieux dans les arcs manquaient de têtes ou de mains, victimes du temps et des vandales. La bête était morte, son squelette restait, blanchissant au soleil. Elara traversa le vomitorium, ses pas résonnant dans les couloirs vides. Il n'y avait pas de vendeur de dattes au miel, pas d'odeur de sang, juste l'odeur de la poussière et de la vieille pluie. Elle descendit. Les barrières de l'hypogée s'étaient décomposées. Elle descendit dans le ventre de l'arène, l'endroit qui avait hanté ses cauchemars pendant un demi-siècle. Il était inondé par endroits, retrouvant sa nature de marée. Mais le secteur D était sec, elle le trouva. La porte était partie, réaffectée au bois de chauffage il y a longtemps. Mais la cellule restait, le banc de pierre était là. Et les anneaux de fer, rouillés, orange, inutiles, saillaient toujours du mur. Elara entra. L'espace semblait plus petit maintenant. Ou peut-être son esprit avait-il simplement grandi. Elle tendit la main et toucha le mur. Ses doigts les trouvèrent immédiatement, les éraflures. Elles étaient faibles maintenant, usées par des décennies d'humidité, mais elles étaient là. Amelia, Kaelia, Elara. Elle n'avait pas gravé son propre nom alors. Elle l'avait emporté. Mais debout ici maintenant, elle traça les lettres invisibles de sa survie sur la pierre. Elle plongea la main dans sa cape et en sortit une seule fleur sauvage qu'elle avait cueillie dans le sable envahi par la végétation du sol de l'arène au-dessus. C'était une chose simple, une mauvaise herbe en réalité, avec de petits pétales violets. Résiliente, têtue, elle plaça la fleur sur le banc de pierre, juste sous l'anneau de fer où Crixus s'était autrefois assis et avait partagé son pain. « Je suis ici », murmura-t-elle, sa voix se brisant dans le silence de la tombe. Crixus, Amelia, Kaelia. Elle les nomma un par un, remplissant la cellule vide de leurs esprits. Et toutes les sœurs dont je n'ai jamais connu les noms. Des larmes coulaient sur son visage, chaudes et purifiantes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir cette fois-ci, c'étaient pas des larmes de victoire. « Il pensait en pouvoir vous effacer, dit-elle au fantôme. Il pensait bien pouvoir vous transformer en inventaire. Mais je suis toujours là. Je suis vieille, j'ai vécu une vie. J'ai mis des bébés au monde avec les mains que vous avez sauvées. » Elle appuya son front contre la pierre froide, fermant les yeux. « Je me souviens toujours, souffla-t-elle. L'histoire peut oublier. Les livres parleront d'empereurs et de batailles. Mais je vous garderai. Tant que je respirerai, vous ne serez pas des choses. Vous êtes des personnes. » Elle resta là longtemps, une petite femme aux cheveux gris, debout dans les ruines du plus grand empire sur Terre, veillant sur les oubliés. Puis Elara se retourna. Elle sortit de la cellule, de l'hypogée, et remonta vers la lumière. Elle ne regarda pas ce qui se passe en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Elle les portait en elle. La caméra de l'histoire recule, s'élevant de plus en plus haut. Elle montre la petite silhouette de la femme s'éloignant de l'énorme ovale de pierre en ruine. Le Colisée se dresse, vaste et creux, une dent cassée dans la mâchoire du monde. Il est vide de bruit, vide de sang. Mais au centre de la ruine, profondément dans l'obscurité, une seule fleur violette repose sur un banc de pierre, lumineuse et vivante contre le gris. Un témoignage que l'amour et la mémoire sont plus forts que la pierre. Le Colisée aujourd'hui n'est qu'un squelette de pierre, visité par des touristes qui prennent des photos là où des gens saignaient autrefois. Mais le véritable héritage de l'histoire ne se trouve pas dans les monuments des puissants. Il se trouve dans la résilience tranquille de ceux qui leur ont survécu. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent tentés de traiter les gens comme des chiffres, comme le trafic, les clients ou les utilisateurs. Nous sommes tellement habitués au bruit du monde que nous oublions d'écouter les cris individuels à l'aide. L'histoire d'Elara nous enseigne que même quand un système essaie de nous dépouiller de notre humanité, nous avons le pouvoir de la conserver. Cela nous rappelle qu'un seul acte de gentillesse, comme partager un morceau de pain, peut être un acte de rébellion.
Vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour changer le monde. Il vous suffit de refuser que le monde vous transforme, vous ou votre voisin, en une chose. Si cette histoire a touché votre cœur, et si vous croyez que les voix des oubliés méritent d'être entendues, aidez-nous à maintenir leur mémoire vivante. Cliquez sur le bouton « J'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ». Cela nous aide à découvrir plus de vérités cachées du passé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner et activer les notifications pour ne jamais manquer un chapitre de notre histoire. Avant de partir, je voudrais faire une courte prière pour vous. Que Dieu vous accorde la force d'endurer vos propres vallées sombres, tout comme Elara. Qu'il vous donne les yeux pour voir la valeur de chaque âme que vous rencontrez et le courage d'apporter la lumière dans les ténèbres. Puissiez-vous toujours être un survivant et jamais juste un numéro. Si vous recevez cette bénédiction et êtes d'accord avec le message de cette histoire, veuillez écrire Amen dans les commentaires ci-dessous. Restez humain. Et je vous retrouverai dans la prochaine En Histoire.